parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Dans un instant, évidemment, je me ferai plaisir de lire quelques messages. Vous êtes très nombreux à nous suivre du côté de Paris, entre autres à Abidjan. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le gouvernement guinéen annonce l'augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Il a prévenu à la veille de Ramadan et sa décision qui n'est pas encore prise officiellement reposait sur deux arguments principaux: la hausse du coût de l'or noir sur le marché mondial et la lutte contre la contrebande. Le pouvoir jugeant le prix du litre d'essence très bas chez les voisins. Et depuis la semaine dernière, vous le savez, le sujet fait parler. L'opposition dénonce un discours controversé du pouvoir sur le sujet, et le mouvement social qui tient au respect du principe de flexibilité s'oppose à tout réajustement maintenant. Certains distributeurs avaient déjà fermé leurs stations de service pour des fins de spéculatives, il faut le dire. Le gouvernement a très vite appelé donc à l'ordre et menacé de prendre des sanctions. Pour aborder donc le sujet, nous aurons tour à tour ce matin dans la GG Amadou Diallo, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, et Salif Camara, secrétaire général de la Confédération syndicale professionnelle de l'éducation. Ils seront en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. La Guinée se prépare à rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole, tout devant se jouer dans les 2 prochains mois. Les opérations de forage du puits Fatala 1 vont commencer dans les prochaines semaines et l'issue déterminera si oui ou non le pays possède les ressources consistantes en matière de pétrole. Selon les données géologiques recueillies ces dernières années, le potentiel hydrocarbure de la Guinée est estimé à 3 milliards de barils. On ne peut pas défier les caprices de la géologie en disant du coup on trouvera du carburant. Maintenant, on a l'espoir que le pétrole sera trouvé. Les estimations théoriques sont faites. Si elles se confirment avec la découverte, ça sera une découverte économiquement rentable, donc une découverte commerciale. Le puits Fatala 1 sera creusé sur une profondeur de 12 000 pieds au large des côtes guinéennes. Les travaux de recherche et d'exploration sont financés entièrement par des investisseurs étrangers. Si le forage se révèle concluant, les revenus seront partagés entre l'État guinéen et ses partenaires avec des parts variant selon la quantité d'hydrocarbures disponibles. Dans la fourchette donc de 0 à 2000, la clé de répartition est de 75 à 25, 75% pour l'investisseur, 25% pour la Guinée. Dans la fourchette de 2001 barils à 5000, cette clé de répartition est de 70% pour l'investisseur, 30% pour la Guinée. Et dans la fourchette de 5 000 à 100 000 barils, la clé évolue bien évidemment en faveur de la Guinée. Elle passe de 40% pour la Guinée, 60% pour l'investisseur. Fatala 1 est le deuxième puits foré au large des eaux guinéennes. Le premier forage Sabou 1, qui a coûté 152 millions de dollars au consortium conduit par Hyperdynamique, n'a malheureusement pas été concluant. Avec cette nouvelle tentative, l'espoir est plutôt permis selon les autorités guinéennes qui comptent sur cette nouvelle ressource minière pour diversifier l'économie du pays, une économie qui repose en grande partie sur l'agriculture et les mines. Le matin également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Mon cher Jacques, on vient de regarder évidemment ce télément de reportage d'Africa 24, une manière de comprendre évidemment ce qu'est en train de se jouer, c'est très important. De 1977 à 2018, 3 puits, vous dites bien, ont été forcés donc par forêts, pour des résultats négatifs, Jacques Lévalino. Oui, j'ai voulu qu'on ait ce débat parce que à chaque fois qu'on parle de carburant en Guinée, on est sur l'importation, on est sur le prix à vendre au niveau des stations de service, alors qu'il y a une question fondamentale aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour permettre à la Guinée d'être au moins comme le Tchad, pour permettre à la Guinée d'être
peut-être qu'on peut rêver grand comme l'Angola qui sont des producteurs. Il y a donc, comme vous l'avez dit, depuis 1977, 3 puits qui ont été forés. Oui. Il n'y a pas eu de résultats concluants, mais pour les 10 dernières années, en tout cas avec le président Alpha Condé, puisque c'est lui, il avait trouvé déjà le projet d'hyper-dynamique qui avait été signé par le régime Conté depuis 2006, autour d'une superficie au moins de 24 000 km² au large de Conakry. Après les études sismiques qui ont été faites en 2010, il semble qu'on a trouvé des points au large de Conakry qui indiquaient qu'il y a des possibilités, n'est-ce pas, de trouver du pétrole hyperdynamique, qui avait donc obtenu ce contrat avec le gouvernement guinéen, s'est lancé dans les travaux. Mais puisqu'il ne pouvait pas faire le travail seul, il a donc admis que des partenaires s'y ajoutent. Il y a eu donc Dana Petroleum et Tullow qui sont des compagnies offshore donc qui évoluent dans le domaine des pétroles, qui vont s'ajouter, qui vont donc à deux prendre au moins 63% de la part, n'est-ce pas, du contrat. Le travail va se faire d'abord avec Sabou 1. On va, autour de 2014, on va trouver effectivement, on a en tout cas selon l'information qui avait été relayée à l'époque, qu'on avait trouvé, n'est-ce pas, du pétrole. Mais quelques temps après, on a dit que ce pétrole n'était pas commercialisable. Donc on a laissé et finalement on est revenu Fatala 1. Ça c'est l'élément qu'on nous a proposé là, c'était avec Fatala 1. Et Fatala 1 avait suscité beaucoup d'espoir. Parce que, disons, c'était après qu'il y ait eu des soupçons de corruption autour des conditions d'attribution du contrat à Hyperdynamique en 2006. Vous savez, quand le président est arrivé, il voulait tout assainir. Donc, Hyperdynamique avait été placé dans le même lot que BSGR. Donc, il avait demandé du côté des États-Unis qu'on enquête un peu sur la moralité, n'est-ce pas, de cette société. Ce qui va se passer, c'est que lorsque le département judiciaire des États-Unis va engager cette procédure du côté donc de Washington, les deux partenaires qui accompagnaient Hyperdynamique vont avoir de la méfiance, donc progressivement vont se retirer. C'est Dana Petroleum et Tullow qui vont catégoriquement se retirer. Finalement, avec Fatala 1, il a fallu que Sapetro, qui est un opérateur nigérian, s'ajoute, n'est-ce pas, à Hyperdynamique pour que ce travail, n'est-ce pas, soit fait. C'était avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez vu Diakaria Koulibaly, qui était à l'époque le directeur national de l'Office national des pétroles, qui a donc accompagné ces investisseurs en haute mer. Ils ont donc foré Daouda Mehdi, qui était de la délégation. Ils ont foré, sauf que... J'étais de la délégation en 2017. Sauf que finalement, il a été établi que Fatala 1, c'était carrément sec. Donc, si pour Sabou 1, il y avait du pétrole, mais qui n'était pas vendable, mais pour Fatala 1, il n'y avait absolument rien. Ce qui se passe, c'est que après ça, Hyperdynamique, je crois, a des sérieux problèmes financiers, puisqu'il s'était engagé en bourse. Il y a eu des difficultés financières et finalement, la société n'est plus dans les capacités nécessaires depuis 2018 de revenir sur le projet. Donc, depuis 2018, il n'y a plus non plus de communication de la part du gouvernement sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Moi, je me suis intéressé à la question parce que nous avons quand même un ministère des hydrocarbures. Nous ne pouvons pas l'avoir seulement pour vendre l'essence qui vient d'ailleurs. Un ministère des hydrocarbures dans d'autres pays, c'est pour travailler sur la production, au moins, comme je vois dans d'autres pays qui se battent à se doter, n'est-ce pas, des raffineries. Si on ne peut pas avoir du pétrole tout de suite dans les eaux guinéennes, mais au moins qu'on puisse avoir le deuxième niveau de traitement, ou je ne sais pas si c'est le deuxième niveau ou troisième niveau de traitement, en tout cas une raffinerie. Ça pourrait nous permettre à la fois d'agir sur les coûts
à l'interne et ne pas rester toujours braqué sur ce qui se passe à l'international. Et ça crée aussi de l'emploi parce que les stations de service, vous avez des gens là qui y travaillent. C'est pourquoi d'ailleurs ils travaillent sur la spéculation. Dès que le gouvernement brandit le torchon rouge, eux ils prennent le devant, soit ils ferment ou alors ils augmentent, n'est-ce pas, le prix. Cette politique du gouvernement doit être questionnée. Il faut qu'on nous dise ce qu'on est en train de faire pour permettre, n'est-ce pas, à la Guinée au moins de se doter d'une raffinerie si on n'a pas de puits pétroliers maintenant. Justement, on va essayer de partir avec ce tout élément parce que c'est important de faire l'historique là-dessus. Jacques Liwal, vous parlez de cette visite de Jakaria du côté de Bofa. Nouvel Espoir, donc nous allons essayer de partir avec cet élément et derrière on revient avec plus de précision. C'est ici, à bord du Pacifique Sirocco, que sera fourré le puits Fatala. Un navire scientifique possédant toutes les commodités et autres équipements de dernière génération dans la recherche pétrolière. En procédant au lancement des premières opérations de fourrage, les autorités de l'Office national des pétroles ont réitéré tout l'engagement du gouvernement du professeur Alpha Condé à concrétiser ce rêve que caressent les Guinéens depuis les indépendances. Nous sommes en partenariat avec Hyperdynamique, qui a bénéficié d'une extension du projet. Aujourd'hui, Hyperdynamique vient d'affréter ce bateau qui est arrivé fin mai. Mais comme on l'a annoncé, nous étions sur la mise en place technique. Et vous venez de constater que tous les matériels sont là, les tuyauteries, la cimenterie, le matériel explosif et radioactivité. Tout est à présent sur place. Donc on est venu aujourd'hui pour lancer le projet et apporter le message de soutien et d'accompagnement du président de la République, qui félicite l'équipe et qui souhaite que ce projet réussisse dans l'intérêt de tous les Guinéens. Depuis des années, effectivement, on attend. Dans l'histoire de la Guinée, ça va être le troisième puits pétrolier. Les premiers qui ont été faits ont donné de l'espoir. Le pétrole n'a pas été découvert cette fois-ci, mais il faut être rationnel avec la communication. On ne va pas dire tout de suite qu'en forant, on va trouver du pétrole. La géologie a ses caprices, mais les experts s'accordent à dire que le projet est potentiel. Nous espérons qu'on fera une découverte, mais ce n'est qu'une hypothèse. Il ne faut pas le déclarer avec assurance que le pétrole sera trouvé. C'est le souhait de tout un chacun de nous. Alors, ce bateau est de la dernière génération. Vous avez eu l'opportunité de le remarquer. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Vous avez vu tout à l'heure la cabine de commandement où nous étions. La cabine est reliée au puits. Dès qu'il y a une anomalie, ça sort à l'écran et les dispositions sont prises. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les dispositions environnementales sont prises, les dispositions sécuritaires sont là. On ne dit pas qu'on trouvera forcément du pétrole, mais on a l'espoir que cette fois-ci, il se pourrait que ce soit du bon puits pour la Guinée. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. 2017, patatras, le puits est sec, il faut le rappeler, hein, mon cher Antoine. On vient de regarder donc cet élément de reportage. Jakaria, prudent, on va le dire. Bon communicant. Oui. Jakaria, il faut le dire clairement, c'est un ministre qui ne parle pas beaucoup, mais vous comprenez qu'il maîtrise sa chose. Mais pour ce qui est de cet espoir, encore une fois, gâché, le troisième qui n'a pas marché, il faut dire que notre sous-sol, qui est potentiellement riche de beaucoup de choses, en pétrole jusqu'à présent attend de savoir ce dont on regorge. On espère que la 4e tentative sera la bonne. En attendant, on n'a pas de pétrole. Ouais. Mais on importe. On a un ministère quand même. On a un ministère des hydrocarbures qui hier a inauguré, avant-hier a inauguré, je crois que c'est un dépôt gazier. Un dépôt gazier du côté de Kamsar. Désormais, la Guinée produit du gaz. Et c'est embouteillé. Les Guinéens peuvent... Produit pas. Ok, on embouteille du gaz alors. C'est ça, non? Voilà. C'est cela. On importe le gaz, on les met en stocker. Ok, on les met en bouteille. Les grandes gueules. Donc la Guinée désormais embouteille les gaz. Et j'apprends que le prix au niveau des citoyens va être considérablement amoindri afin que chacun puisse s'en procurer. C'est déjà bien par rapport à beaucoup de choses. Mais pour ce qui est de cette question, le carburant, l'ami, une pagaille
s'est déroulé hier à Conakry. Ouais. Vous l'avez suivi avec... Pas qu'à Conakry, à l'intérieur du pays aussi. Dans hein, tout j'ai le vu pays des images pratiquement. et tout ça, ouais. Mais c'est parti de rumeurs. Des rumeurs attestant que le carburant allait augmenter, le prix allait augmenter à la pompe. Ce qui a poussé les stations-service à non seulement fermer leurs stations, à ne pas faire du tout de service. Ça a poussé les citoyens vers le marché noir où le carburant a été vendu par endroit à 15 000 voire à 25 000. Hier, on était confus. Des citoyens qui étaient à sec ont voulu se procurer ce or noir-là, ne l'ont pas pu, ou ont été contraints de débourser beaucoup d'argent pour cela. On a vu ce communiqué du département qui est sorti, mettant les stations-service en garde. La question que beaucoup se posent, c'est pourquoi cette fermeture momentanée des stations si les stocks qu'ils détiennent sont anciens? Parce que nous apprenons que les stocks dont disposent les stations à l'heure Et actuelle... le communiqué va en guerre. Hein. Justement. Il faut le rappeler. Ces stocks ne sont pas nouveaux. On s'est dit que le département est sur le point d'augmenter, dont les stations sont assez prudentes. Elles prennent elles font de l'anticipation pour ne pas que l'augmentation les surprenne. Alors, le département qui sera un communiqué mettant en garde ces stations-service là, ce qui n'est pas mal, mais à mon avis, toute cette rumeur est partie de... Je crois qu'ils sont en train de tester le terrain, ils sont en train de sonder pour voir ce que diraient les Guinéens au cas où c'était augmenté à la pompe. Aujourd'hui, ils ont une idée claire du comportement des Guinéens au cas où il y avait augmentation. Je me dis que dans les jours prochains, certainement demain, il se peut qu'on assiste à une augmentation à la pompe et on attend de savoir ce sera à combien exactement, parce qu'aujourd'hui j'entends des politiques, notamment Cellou Dalein Diallo avec des sorties du FNDC entre autres, de Cellou Dalein Diallo qui a démonté l'argumentaire du gouvernement par rapport à cette augmentation. Ousmane Kaba également qui pense que le gouvernement dit des contre-vérités. Il y a assez de choses qui se disent par rapport à cette augmentation du prix du carburant et j'espère que le gouvernement saura raison garder et ne pas agir brusquement pour ne pas faire des mécontents sur le terrain. Bien, on verra bien ça, Moussa. Oui, moi je trouve que c'est bien d'avoir un dépôt gazier, c'est bien de forer, de continuer à forer. Mais si on ne trouve rien, il faut penser à l'environnement au moins. Il faut arrêter de creuser un peu partout. Ouais. Et puis, parce que ce n'est pas sans conséquence. Et le ministre des Hydrocarbures, c'est vrai, il maîtrise son sujet. Mais je trouve que la priorité devrait être au niveau, par exemple, de la délocalisation de notre dépôt de carburant, qui constitue une véritable source d'insécurité pour toute la commune de Kaloum. C'est beaucoup d'argent que de rechercher des traces de pétrole dans un pays, mais si dans un projet, l'investissement, l'exploration coûte plus cher que les bénéfices que vous comptez en tirer, vous ne vous engagez pas dans un tel projet. En fait, on se lance un petit peu à l'aveuglette. Voilà, il faut se tourner parce que depuis l'arrivée du président Alpha Condé, partout où des minéraux sont découverts, lui il part au plus pressé. Il faut aller vite, il faut exploiter rapidement, il faut décaper. Les grandes gueules. Je ne sais pas la course contre la montre à quel objectif. Alors donc, il faut d'abord se braquer sur la délocalisation de notre dépôt. Vous voyez dans quelles conditions c'est. Vous voyez comment est-ce que les camions citernes sont alignés. Vous voyez ce dépôt, il est là depuis, je sais pas, depuis Mathusalem. Donc, si on a une priorité au niveau de ce département, je pense que c'est cela. Et au regard de la structure des prix, j'ai pu constater que des montants étaient prélevés sur chaque litre de carburant qu'on paye pour la future délocalisation donc de ce dépôt central là. Mais il faut aller un peu plus vite que cela. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette atmosphère de pagaille hier dans les stations-service? Pourquoi il y a eu ce remue-ménage? C'est parce que la plupart d'entre nos responsables ont des personnes qui sont des paravents et qui sont propriétaires des stations d'essence. Évidemment. Qui sont propriétaires des stations-service. Ouais. Il a été dit, ils sont dans le secret des dieux, que le 1er juin, on passerait une augmentation. Donc, les gens, ils ont cette information. Donc, 2 jours avant ou 1 jour, 24 heures avant, eh bien, on adopte une démarche spéculative. Le stock qui reste, qui a été dépoté donc avec la valeur antérieure, on fait de telle sorte qu'on puisse... C'est une propagande du gouvernement. C'est aussi simple que ça. Les grandes gueules. Qu'on puisse garder ce stock et spéculer là-dessus. Donc, servi, parce que je voyais hier que les pompistes étaient plus enclins à servir les détenteurs de bidons, des détenteurs d'autres engins que les automobilistes. Donc, ce que je trouvais extraordinaire et c'est sciemment fait parce que ces derniers prennent, ils vont stocker et 2 jours plus tard, puisqu'ils savent pertinemment que le gouvernement va passer à l'augmentation, donc 2 jours plus tard, ils vont vendre. Je trouve que vraiment, dans un pays comme le nôtre, qui a traversé tout ce que nous connaissons, il n'est pas opportun pour l'instant de passer à une augmentation du prix du litre à la pompe. Sincèrement. Comparaison n'est pas raison. C'est vraiment pas opportun de le faire. Vous avez d'abord un pays qui n'a pas sa maîtrise, qui n'a pas la maîtrise de ses transports publics. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les bus d'Albarec
qui nous ont été donnés donc par Al-Barka, ces bus-là sont cloués au sol par les syndicats qui, depuis 1 an, 7 mois, affirment n'avoir pas reçu un seul copec de subvention de la part de l'État. Depuis l'ancienne société de transport public, c'était par trimestre un peu plus de 3 milliards de francs guinéens que l'État donnait pour l'entretien des engins roulants, pour la prise en charge du personnel, pour faire face au fonctionnement de l'entreprise. Ils n'ont pas reçu cette subvention depuis 19 mois. Cette subvention n'est pas tombée. Vous n'avez pas la maîtrise de votre transport public. C'est un État où les routes sont des tombeaux verts, où vous êtes capable de vous casser une voiture que vous venez d'acheter, vous êtes capable d'avoir des accidents parce que tout simplement vous n'avez pas de réseau routier. C'est un pays où vous avez une corruption qui ne dit pas son nom. Là où les scandales se suivent et où les menaces également du côté du gouvernement s'enchaînent, où il n'y a aucune sanction face au fait de corruption. Donc, dans un tel pays où vous avez connu un gouvernement qui est passé à l'acte en pleine période de difficulté parce que nous sommes quand même tensés par le coronavirus depuis plus d'1 an, il est passé, ce gouvernement, à la casse des bâtiments de pauvres citoyens, des étalages, des boutiques, des petits coins où les citoyens se débrouillaient, où ce gouvernement a cassé tout et après a dit nous ne savons pas qui a donné l'ordre. Alors, vous avez une telle situation économique difficile et ensuite on voudrait, au lendemain du Ramadan, passer à l'augmentation du prix à la pompe. Je veux savoir quelle facture nous avons à payer. Quelle facture nous avons à payer? La facture des élections, Moussa. C'est aussi simple que ça. Alors, nous n'avons pas à payer cela. Nous n'avons pas à payer cela. Ceux qui ont cherché le 3e embarras, ceux qui sont passés pour que ce 3e embarras puisse marcher, ils ont l'ingéniosité qu'il faut pour trouver d'autres moyens afin de nous sortir de cette augmentation-là. Je sais que on s'est réjoui, l'économiste mondial n'est pas là ce matin malheureusement, on s'est réjoui du taux de croissance. Voici le taux de croissance. Là nous sommes à taux de quoi? Ce à quoi nous faisons face. Alors le taux de croissance qui n'est pas distribué, qui ne se retrouve pas dans les marmites de Djadja et dans les marmites de Maman Aïcha en ville, c'est un taux de croissance nul à mes yeux. Ça n'a pas de sens. Je trouve il ne faut pas mettre la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Les gens pleurent, ne mangent pas 3 fois par jour. La mine pour que vous puissiez vous donner et vous offrir un bon repas, il faut 100 000 francs au minimum pour que vous puissiez vous donner un bon repas. 100 000 francs. Vous savez très bien qu'en augmentant le prix, tout va flamber. Après, l'argument qu'ils vont placer, c'est quoi? Non, mais c'est pas vous qui êtes les gagnants lorsqu'on n'augmente pas. Ce sont ceux-là qui sont les grossistes, comment on appelle, les sociétés minières, les industriels et autres. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne que ces gens-là. On ne vend pas le carburant à tout le monde au même prix ici. Les ambassades ont leur prix, et ainsi de suite. Donc, je pense vraiment qu'il va falloir réfléchir beaucoup stratégiquement, puisque c'est un gouvernement de stratégie. Réfléchissez stratégiquement à ce que Coran ne nous entraîne pas dans l'irréparable. C'est très important. Allez, bien, en tout cas, c'est prévenu. Allez-y, madame. Écoutez, Lamine, moi hier, quand je suis sortie, j'ai vu avant-hier et hier. Avant-hier, je me posais la question, pourquoi? Par la suite, j'ai compris que c'était par rapport à cette éventuelle augmentation. Ce n'est pas cette augmentation en vue parce qu'on en a parlé. Les Guinéens étaient déjà préparés à cette augmentation. Mais le problème, c'est ce qui se dit par rapport au prix. Personne ne peut imaginer qu'on ferait un bond, par exemple, de 3 000. Parce qu'il y en a qui parlent de 12 000, de 11 000. Imaginez le niveau de... Moi, je pense un peu au niveau... Parce qu'en 2018, c'était à 25% l'augmentation, si je me souviens très bien. Maintenant, l'inquiétude, c'est qu'on fasse un tel bond. C'est la répercussion sur le niveau de vie des Guinéens. Parce que vous savez, les gens n'ont même pas le contrôle par rapport au transport. Vous vous souvenez quand ça a chauffé à un moment donné, il a fallu des manifestations. C'est surtout la sortie des étudiants qui a pu sauver un peu les Guinéens pour amener l'État à baisser le prix le transport, le prix du transport à 1 500. Maintenant, imaginez qu'on augmente, qu'on fasse un bond supposé de 2 000 ou de 3 000, ce que ça peut faire pour le transport, surtout le transport interurbain, sur la vie des populations. C'est à se demander si ce gouvernement pense parfois au peuple, parce qu'on dit de serrer la ceinture, on dit aux gens que ça va marcher. On se demande quand est-ce que ça va marcher finalement. Quand est-ce que ça va marcher? Parce qu'à chaque fois, nous allons de crise en crise. Si ce n'est pas une crise sanitaire, c'est une crise économique, une crise sociale, politique. La Guinée va de crise en crise, on ne voit pas le bout du tunnel. En même temps, cela s'ajoute. En fait, on a même entre... L'urgence qui est en cours. Justement, l'état d'urgence est en cours.
le peuple, entre nous, entre les Guinéens, on n'est même pas tendre entre nous parce que, vous voyez, c'est vrai que c'est un problème d'intérêt. Mais le prix n'est pas augmenté. Vous avez un stock. Ouais. Pourquoi vous permettre de priver les citoyens? Il y en a qui ont souffert hier parce qu'il n'y avait pas de moyens de déplacement. Pourquoi? Parce qu'il y a des véhicules qui étaient obligés de garer. Il n'y a pas de carburant. Vous avez un stock. Partout où moi je suis passé, ils disent non, on ne va pas descendre, il n'y a que du gazole qu'on est en train de vendre. Pourquoi? Maintenant, moi, je salue la sortie, le communiqué du ministre des Hydrocarbures. Mais pour quelle fin? Pour quel impact? J'aimerais bien qu'il y ait un impact. Par exemple, qu'il y ait une sortie, qu'on puisse vérifier les stations qui ne vendent pas. Alors qu'il y a un stock, qu'on puisse sanctionner. Mais c'est bien de faire des sorties, mais quand il n'y a rien derrière, aucune conséquence, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, comme si on n'était pas dans un état de droit. On refuse catégoriquement de vendre, alors qu'il y a un stock qui existe. Je pense qu'il faut essayer de contrôler la situation un peu, parce que là, on ne contrôle rien. Ouais. Les gens font ce qu'ils veulent, et de la même façon, l'État fait ce qu'il veut. Et la conséquence, c'est quoi? C'est le peuple a les dirigeants qui méritent. Oui, parce que ce peuple-là, il gobe tout. On peut faire tout ce qu'on veut sur lui. Il n'y a aucune réaction derrière. Et on continuera ainsi. Oui, malheureusement. Allez-y, Daouda. Oui, et par rapport aux sanctions, il y en a eu hier, hein, il faut le rappeler, il y a eu une pompiste du côté de Sangoya qui avait commencé à vendre à 10 000. Et le ministre a été informé. Le ministre tout de suite a pris contact avec l'entreprise, même la société de pétrole, qui a vérifié et effectivement a trouvé que la dame avait commencé à vendre à 10 000 le litre. Ouais. Et tout de suite, elle a été irradiée des reins. C'est une injustice. Une dame sur combien de stations? C'est toutes les stations. Non. C'est une pompiste. C'est une pompiste, mais est-ce qu'il lui a été demandé de vendre à 10 000? Non, est-ce qu'il lui a été demandé de vendre à 10 000? Peut pomper pour sa poche? Bien sûr que ça se fait. Bien sûr que ça se fait. Il pompe pour le patron. Oui, mais il pompe pour le patron. Si c'est elle, mais si c'est elle qui a s'attaquer aux lampistes quand même. Sur le tableau, c'est 9 000 francs. Maintenant, si vous vendez à 10 000, ça, vous ne pouvez pas dire que c'est votre patron. Et si c'est votre patron, mais dites-le lorsqu'on vous radie des rangs de l'effectif. Dites-le clairement. Alors, à ce niveau, il y en a eu. C'est vrai que son patron peut être responsable ou pas, mais c'est elle quand même qui s'est rendue coupable de cela. C'est elle qui a pompé et qui a reçu des instructions. C'est clair. Voilà. Non, ça c'est une hypothèse. Mais c'est à elle de dire. C'est à elle de dire qu'elle a reçu des instructions. C'était à elle de dire. Alors, je disais que de l'autre côté, c'est vrai, il faut rappeler que quand il y a eu des rumeurs, chacun dans la tête s'est préparé. Même ceux qui avaient l'habitude de prendre 5 litres ou 3 litres par jour, et tout de suite, il faut déjà se faire peut-être 10 ou 20 ou 15 litres pour éviter, en tout cas pour les premiers jours, de subir cette augmentation. Et de l'autre côté, les pompistes, les stations également de service aussi prennent les dispositions à ce niveau pour se faire plus de profit et refusent de vendre. Ou par moment, ils vendent jusqu'à un niveau, ils disent qu'il n'y en a plus. Parce qu'ils veulent se faire beaucoup de profit. Et à supposer par exemple qu'on vive l'effet contraire. Que c'est la baisse du prix qui devait s'opérer. À quoi on pouvait s'attendre si les stations service par exemple vendaient... On n'a jamais baissé le prix ici. Non, j'ai dit c'est une supposition. J'ai dit à supposer. C'est beau de rêver. J'ai dit à supposer. On allait assister par exemple si les stations service qui vendent jusqu'à 22h et ferment. Quand on dit que demain ou dans les jours à venir on va baisser le prix, vous allez voir aussi qu'ils vont vendre jusqu'à 0 heure. Ils vont vendre jusqu'à 0 heure pour ne pas tomber dans cette gueule. Mais tout cela aussi, c'est vrai que c'est l'effet économique, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait un regard des autorités qui évite cela à la population. Parce qu'il y en a qui viennent avec des bidons pour aller garder à la maison. Et cela, il faut penser aussi aux autres conséquences que cela peut entraîner. Parce que ça c'est arrivé une fois ici, quand les gens se sont approvisionnés en grande quantité, il y a eu des incendies. Il y a eu des incendies dans les maisons. C'est vrai. Alors aujourd'hui, que les gens viennent avec les voitures, les motos et autres pour faire des pleins et autres, mais lorsqu'on doit vendre en grande quantité aux détenteurs des bidons, il faut pas écarter les pistes d'incendie dans les maisons. Par exemple, c'était interdit à un moment donné. Mais aujourd'hui, les gens viennent avec. Et c'est là, je crois que ça peut avoir des conséquences. Il faut prendre des dispositions à ce niveau. Et il y a quelque chose de très important que Moussa a relevé tout à l'heure. C'est bien au niveau de notre dépôt de Koronti. Au dépôt de Koronti, il faut aussi rappeler qu'il y a eu un moment donné, la NSS est à côté.
l'ANSS, il y a eu un moment donné où des expatriés devaient prendre des bureaux à ces niveaux, mais quand ils ont fait l'étude environnementale, avec la présence de ce dépôt, ils n'ont pas voulu habiter là. Ils sont allés prendre des bureaux ailleurs parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas en sécurité en vivant là. Ouais. Et il y a eu, vous savez, il y a du trafic à ces niveaux. Les gens qui marchent dans les tunnels, il y a eu des morts récemment, ça n'a pas fait longtemps encore. Et c'est un danger aussi bien pour Kaloum, mais pour la ville de Conakry, parce que c'est un îlot quand même, c'est un îlot, c'est une presqu'île Kaloum, et la commune est petite. Lorsque on a les dégâts, on ne le souhaite pas, qui éclatent à ce niveau, même si à un moment donné, j'ai eu à interroger un des directeurs généraux de ce côté, qui a dit que non, toutes les études sont faites, il n'y a pas d'impact à ce niveau, parce que le déplacement, c'est de gros investissements, mais je crois que lorsqu'on s'y met dans le processus, ça peut bien arriver un jour. Voilà, allez-y mon cher Antoine. Et pour vous dire que souvent la parole de l'État n'est pas prise en considération au niveau de la base, par les citoyens notamment, c'est l'exemple du marché noir. Un communiqué est sorti interdisant la vente du carburant dans les marchés noirs. Sauf qu'aujourd'hui, ça se fait à ciel ouvert. Ça se fait dans les quartiers, au niveau des différentes grandes artères. Il n'y a pas de sanctions prises, au contraire. Mais si c'est entretenu en haut, mon cher Antoine, parce que là, le carburant sale aussi, c'est un dossier. Peut-être que Moussa va essayer de revenir là-dessus. Je te dis, c'est un business, mais qui est entretenu du côté du ministère, mais au plus haut niveau, mon cher ami. J'apprends qu'il y a des gérants de stations qui approvisionnent ces marchés noirs-là en carburant. Ce sont leurs marchés souvent, ce sont eux qui les approvisionnent. Derrière, ils récupèrent la manne financière. Ce que je veux dire pour clore sur ce sujet, j'aimerais attirer l'attention des Guinéens sur ce qui est en train de se passer. Il y a un état d'urgence qui est en cours. La fois dernière, je le rappelais tantôt. On a un président qui a décidé de reconduire l'état d'urgence pour 2 mois encore. Ce qui signifie que des citoyens vont continuer à subir le poids du coronavirus. Au même moment, on va encore augmenter le prix du carburant à la pompe. Alors, tout le monde sait que ça va se répercuter à tous les niveaux. À tous les niveaux de la vie, ça va se répercuter. Mais dites-moi, ces Guinéens qui ne travaillent pas aujourd'hui, dont les activités sont bloquées, vont vivre comment? Bien. Je parle des opérateurs culturels pour qui j'ai de la peine aujourd'hui, la mine. J'insiste là-dessus parce qu'ils sont ceux qui subissent ce qui se passe. Leurs activités sont bloquées parce que l'État décide de les étouffer. J'ai écouté un opérateur économique ce week-end. Il me dit que l'aiguille rouge, son compte en banque est vide aujourd'hui parce que ça fait 2 ans qu'il ne mène pas d'activité. Il n'y a pas de subvention derrière et l'État prend le malin plaisir de les assoiffer, de les affamer. Ce qui se passe aujourd'hui est très grave, la mine. Et pour moi, Alpha Condé, parfois, ne mesure pas la peine qu'on subit sur le terrain. Il est dans un bureau climatisé à Sékou Touria. Il ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain. J'aimerais qu'il se promène à Conakry, qu'il fasse le tour de Kaloum à 36 pour voir ce que subissent les Guinéens. Il ne comprend pas. On peut être dans un bureau climatisé en pleine ville à Kaloum et ne pas savoir ce que les citoyens endurent. J'aimerais que le président prenne sa voiture, comme l'a fait Macky Sall, qu'il prenne lui-même le volant et qu'il circule kilomètre par kilomètre pour comprendre. Mais si, qu'il le fasse un jour. Moi, je lui lance ce défi-là. Qu'Alpha Condé, dans un véhicule banalisé, prenne le volant, qu'il se promène à Conakry. On peut bloquer la circulation pour lui. Qu'il se promène à Conakry pour comprendre que nos Guinéens, on souffre la mine. C'est très grave. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Nous allons entendre ce matin Amadou Diallo, secrétaire général du CNTG, Salif Camara, FSPE. Donc, ils seront en direct ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. On revient à 10h avec vos messages. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.